Merci de me donner la parole. Alors, oui, j'avais envie de parler des outils de Plotly, un peu en mode partage de pratique, parce que je vais pas... Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Oui, je n'ai pas participé à la développer, mais par contre, c'est des choses qui ont pas mal fait changer ma pratique et m'ont amélioré un peu la vie, donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Peut-être juste avant que je fasse un peu de blabla, on peut regarder les points techniques. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter à Internet? Tout le monde qui veut suivre? Et est-ce que vous avez réussi à aller sur GitHub, télécharger ces fichiers-là? Ouais, c'est bon. Et les questions d'environnement, c'est... Est-ce que tu peux agrandir un peu? Agrandir, oui. Ah bah super. Ok. Donc maintenant peut-être un peu d'introduction avant de partir sur la partie code. Déjà je peux vous situer d'où je viens et mon besoin. À la base j'ai fait de la physique plutôt du côté académique et maintenant je suis data scientific / modélisateur plutôt pour une entreprise qui fait de l'agronomie et de l'élevage, donc assez différent. Du coup, déjà pour prendre un pas en arrière et reprendre sur Python, Python c'est déjà quelque chose qui, en physique, moi j'ai commencé, le côté software c'était vraiment un petit peu lourd, on n'avait pas Python. Alors je ne sais pas s'il y a des scientifiques parmi vous, mais nous, on utilisait c'était de la science expérimentale, donc on avait un logiciel pour faire de l'acquisition de données, qui était en général LabVIEW. Donc c'était un logiciel de programmation avec des boîtes, un truc graphique qui n'était pas du tout propre pour le code. Après, on avait un logiciel pour la modélisation, qui était souvent MATLAB. Alors là, c'était assez propre au niveau code, c'était sympa. Et finalement, un logiciel de graphique, Origin, qui là, c'était très vite le bordel, c'était un Excel amélioré pour les scientifiques. Et c'était vite le bordel. En plus, avec ces trois logiciels, ce qui se passait, c'est que moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que chacun codait un peu pour soi. Il n'y avait pas vraiment de partage de code, alors que finalement, il y avait beaucoup de choses qui étaient mutualisables. Pour les expériences, on utilisait exactement les mêmes instruments. On allait faire le même type de mesures, mais on avait des codes complètement différents. Et puis, il y a Python qui est arrivé, qui a balayé un peu tout ça. Et qui a fait sauter pas mal de frontières en fait, parce que, et c'est pour ça qu'on apprécie ce langage de programmation, c'est qu'il est capable vraiment de faire comme une glue. Il y a tellement de packages qu'on peut faire l'acquisition, l'analyse assez approfondie et la visualisation de données. Et on fait des choses qu'on ne ferait pas. Par exemple, c'est très simple de télécharger scikit-learn et de se mettre de commencer le machine learning, de mettre un pied dedans et puis tout de suite de se faire engranger. Donc déjà, c'est pour ça qu'on aime Python, même s'il y a pour certaines parties des langages qui peuvent être un peu plus adaptés. Et puis là, dans mon travail aussi, je trouve que Python, ça fait aussi sauter des frontières, ça fait sauter un peu la frontière IT modélisateur. Avant, c'était il y avait un côté modélisateur qui développait du code en MATLAB et puis les IT qui allaient reprendre ça et le mettre en C par exemple pour le pousser en prod. Et ben maintenant tout ça se fait en Python et les IT sont dans nos équipes et on partage beaucoup plus et ça apporte beaucoup de richesse. Et donc l'utilisation de Python ça fait sauter pas mal de frontières et il y avait une frontière qui restait à faire sauter, c'était la frontière du web. Parce que la frontière du web, moi je me souviens d'avoir vu depuis quelques années apparaître les dashboards, des beaux graphiques interactifs dans les journaux, etc. Mais pour moi, scientifique, ça me paraissait inaccessible. C'était du JavaScript, c'était un nouveau langage qui était quand même assez lourd
à apprendre. Donc ça me donnait envie de faire ces visualisations. Je jouais avec les datas, mais d'aller pousser ça sur du JavaScript, bah, c'est vraiment quelque chose, c'est un gros truc à apprendre, quoi. Enfin, ça me paraît gros et moi, bah, mon métier c'est de faire autre chose et du coup, j'ai pas le temps d'apprendre. Et ce qu'amène Plotly, en fait, c'est un peu de combler ce gap, du coup, de permettre d'avoir de la visualisation web à partir de Python, très simple, très intuitive, et d'aller jusqu'à la création de dashboards où moi-même, bah, scientifique n'étant pas très orienté IT, bah, je me sens à l'aise pour faire un dashboard. Et bah, l'idée de ce soir, c'est que j'espère qu'à la fin, vous vous sentirez à l'aise pour aller, si vous avez envie, créer vos dashboards. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être juste un petit tour de salle que je sache un peu. Est-ce que vous êtes tous à l'aise? Qui programme régulièrement en Python par levée de main? Ok. Qui est-ce qui utilise régulièrement Panda? Donc tout le monde est à l'aise avec ça. Et Plotly, est-ce que vous utilisez déjà les outils de Plotly, Plotly Express ou Dash? Non. 2 personnes? D'accord. Ok. Bah, à partir de Panda, ça devient vraiment très intuitif. Alors, donc je vais commencer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous tourner vers votre PowerShell préféré de Anaconda et lancer Jupyter Notebook. Je vais peut-être me mettre dans mon dossier. C'est des... ouais, est-ce que tu as pu installer les packages que j'avais... Alors, les packages à installer, je les redonne. Ouais, dans le README, il est... Ouais, donc c'est... Alors, moi, j'ai fait ça en Python 3.7. Ça ne devrait pas poser de problème avec des versions des versions de Python 3, mais dans le doute, vaut mieux se faire un environnement virtuel avec Panda, par exemple. Et après, les packages qu'il faut, c'est... NumPy, en fait, je n'utilise pas, mais bon, j'ai installé quand même, par défaut. Panda, Jupyter, Plotly, Dash, Kaleido, Chart Studio, Jupyter Dash, IPython, et voilà. Ça pose pas de problème. Donc vous me dites quand tout le monde y est. Bah après, donc si tu as installé ton Miniconda, moi j'aime bien Miniconda, c'est assez léger, tu ouvres une fenêtre Miniconda, PowerShell. Là, tu activate, Conda activate, j'ai appelé Plotly DM, c'est l'environnement que j'ai créé pour ce soir. C'est petit, hein. Mais c'est plus gros là à droite. Là, il faut naviguer jusqu'au dossier dans lequel vous avez mis tout ce que télécharger, tous les fichiers CD, Plotly démo, voilà. Alors ouais, le but de ce soir, c'est vraiment que ça soit interactif, que si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres pratiques de code. Ouais. Comment? Comment? Alors c'est dans... ouais, c'est sur GitHub. Je l'ai mis sur Meetup aussi. Comment?
Alors Kaleido, c'est pas forcé de l'installer celle-là, c'est juste pour pouvoir exporter les graphes faits avec Plotly. Si c'est comment? C'est plutôt en PNG. PDF, ça doit être possible aussi. Mais si elle est lourde, c'est pas obligé. Et du coup, bah, hop, on lance Jupyter Notebook en tapant la commande Jupyter Notebook. Et là, une page web s'ouvre. Et le premier que je voulais vous faire voir, c'est Plotly Notebook. Alors il y a plusieurs modules, plusieurs librairies que Plotly a développées. La première qu'on va voir, c'est Plotly Express. Plotly Express, c'est donc le but, c'est de faire des beaux graphiques au format web, mais ça utilise un peu. Enfin, l'idée, c'est un peu la même que derrière Panda. C'est la brique qui manquait en fait de graphique, c'est que Python, les packages, par exemple NumPy, c'était plutôt des packages scientifiques. C'est très bien pour faire, je sais pas, des expériences avec de l'analyse de données, etc. Mais pour manipuler des bases de données, c'est vraiment complexe parce qu'on a vite des matrices à 3, 4 dimensions et puis on ne sait pas quoi et quoi. Et R, là, était quand même plus agréable pour les data scientists parce qu'ils avaient quelque chose de sémantique. On pouvait nommer les colonnes, etc. Donc il y a Panda qui est venu un peu bridger ce gap. Et le Plotly Express, c'est un peu dans la même idée de bridger ce gap du côté graphique. Donc en nous amenant quelque chose plutôt de la philosophie de choses qui sortent de grammaire of graphique, du taille diverse. Donc c'est le premier module que je vais présenter. C'est Jupyter Notebook. C'est là-haut, ici. Voilà, Jupyter Notebook, c'est assez sympa. Hein, c'est pour avoir... on a des cases où on peut exécuter du code. J'imagine que beaucoup connaissent. Et voilà, et du coup, pour jouer un petit peu, j'ai pris un premier dataset de la ville de Rennes, soyons chauvins. Donc la ville de Rennes met beaucoup de datasets en open data. Celui-là, ça met un peu de temps à charger. C'est le dataset des compteurs de vélos et piétons. C'est que je mette, parce que j'ai une clé privée mais qu'on peut se créer gratuitement. Et je vais la mettre à la fin. Je peux peut-être profiter de ce moment-là pour la mettre. Je l'avais mis quelque part. Tu cacheras ma clé au montage. Je monte pas. Par contre, si tu peux répéter les questions quand elles te sont posées. D'accord. Merci. Tac. Nous, on avait besoin d'ajouter le package Notebook en plus. Ça marche. Ah oui? Le package de Jupyter sans input, c'est vraiment un truc de base avec une 100 composants.
Ok, donc apparemment il y a besoin d'ajouter le package notebook pour certains. Ok. Faudrait inventer un signal pour me dire quand vous y êtes, que je vois. En attendant que tout le monde y soit, on peut peut-être. Est-ce que vous êtes data scientist ou c'est quoi vos utilisations? Open data. Comme... Hein? D'accord. Super. Data analyse. D'accord. Je suis data scientist, mais je travaille avec R quasiment tout le temps. Je fais un peu de Python un peu de temps. J'ai bien aimé les deux en fait. Je trouve que R, pour ce que je fais, efficace, enfin, sur tout ce qui est stat, etc. Quoi. Ouais. Python, je trouve qu'il y a des trucs vraiment sympas dedans. Interaction avec Jupyter Notebook, c'est vraiment fun et ludique. Ouais. Mais par contre, j'ai pas assez de pratique de Python pour en faire. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est agréable de se faire un. Moi, j'aime bien pour mes revues bibliographiques, par exemple, de data. Bah là, j'ai un Jupyter Notebook finalement où je mets mes URL de base de données. Alors, je peux lire directement les URL. Là, j'ai mis les datas en local aussi parce qu'elles sont un peu lourdes. Mais je peux les lire directement à partir de l'URL en faisant Pandas read CSV URL. Donc, sur l'IRL, il y a plusieurs il y a plusieurs formats. Hein. Il y a du CSV, JSON, et il y a des formats géographiques. C'est vrai que c'est assez joli pour avoir un historique de tout ce que tu as fait sur tes données de bon traitement. Ouais. C'est propre. Et limite, rendre le rapport comme ça, en le cachant un peu, du coup, Ah, et là, je vais vous montrer le petit bouton voilà à la fin qui va cacher le code. C'est exactement pour ça que c'est fait. Du coup, pour ceux qui y sont, vous pouvez exécuter les premières cases et vous arrêter à celle-là. Je peux peut-être grossir un peu mon écran. Tu peux mettre kernel restart. Comment? Ouais, bon. Peut-être que je vais le relancer. Ici. C'est bien, on récupère des fichiers de ton GitHub, on les met dans un dossier chez nous. Et Ouais, après, c'est ça. on récupère. Ouais. Et donc, tu as dit, la clé sert à quoi en fait? Ma clé, elle va servir juste après. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors du coup, la première chose que je fais, c'est que je lis le dataset. Donc ça peut se lire directement du web en mettant l'URL. Là, je le lis en local parce que c'est plus rapide. Après, je fais juste deux petits traitements, c'est-à-dire que je transforme la date en panda datetime. Ça, c'est un format assez pratique qui permet d'avoir un format sympa en panda et d'avoir les mois, les jours, etc. Et
La deuxième chose, j'enlève les colonnes qui ne sont pas utiles pour que le truc soit, le data frame soit un peu plus léger. Ensuite, on peut regarder quelle tête a le data frame. Donc c'est encore, je ne sais pas si tout le monde avait bien entendu, c'est le compteur de vélos et piétons de la ville de Rennes. Donc là, on a la date, le compte et le nom du compteur et ses coordonnées géographiques. Voilà. Alors la première chose qu'on peut faire, donc j'utilise le module Plotly Express, donc qui est vraiment, comme je vous ai dit, un module qui est destiné à nous faire tracer de manière très simple et un peu déclarative, plutôt que Matplotlib où c'est très... il y a beaucoup de choses à dire pour faire un beau plot dans Matplotlib. Là, c'est vraiment ce que vous pensez, vous l'écrivez, enfin, c'est l'idée et ça vient vite dans les doigts. Donc, le plus simple, c'est le plot line. Je trace, donc je mets le nom du data frame, la colonne que je veux tracer, et je peux mettre... je vais faire d'abord sans la couleur. Tac. Donc là, voilà, j'ai ça, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Bon, je me doute que c'est le comptage. Je ne sais pas, par contre, ça vient de quel compteur, etc. Du coup, je peux rajouter une couleur qui correspond ici au nom des différents compteurs. Voilà. Donc je mets le nom du data frame et après le nom de mes colonnes dans les arguments de la fonction. Et voilà, ici j'arrive avec déjà un truc un peu plus sympa. C'est toujours assez moche, mais c'est un peu plus sympa. Je vois qu'il y a 3 compteurs. Je peux les sélectionner, je peux en sélectionner un par exemple, c'est déjà interactif. Je peux tous les enlever, je peux jouer un peu avec. Voilà, quand je passe sur les données, vous voyez que j'ai les infos du point qui s'affichent. Donc le nom du compteur et l'index et le compte. Et puis là, bien sûr, je peux jouer avec, je peux zoomer et revenir à la maison. Bon, là, c'est toujours pas très beau comme graphique. On va ajouter la date. Tac, tac, tac. Voilà, déjà, là, on y voit plus clair, ça donne la série temporelle. On voit qu'il y a 3 compteurs qui n'ont pas fonctionné au même moment. Donc déjà, on commence à avoir des choses. On voit bien ici le trou du Covid, quand on arrive en avril-mai 2020. Voilà. Et puis après, bien sûr, on peut, maintenant qu'on a le graphe, on peut faire des petites choses cosmétiques en updatant notre layout avec l'accent anglais. Par exemple, pour mettre un titre, une légende. Tac. Voilà, si je veux le graphe avec... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, là, je me suis amusé à déplacer ma légende à gauche et mettre un titre à mon graphe. Et puis, bien sûr, je peux updater pour avoir des formes différentes avec, avec des points ou des lignes. Là, j'ai mis ligne plus marqueur. Donc, je peux jouer avec ça. Après, on peut peut-être aller un peu plus loin avec ces données. Par exemple, si on veut faire des statistiques, il y a des tas de graphiques qui sont faits pour les statistiques. Je vous en montre un. C'est le boxplot. Donc une boîte à moustaches, assez simple. Et pareil, c'est très interactif. On le trace donc en mettant en argument les couleurs. Donc ça sépare les boîtes. Et en Y, c'est le count. Et directement,
on a une boîte à moustaches avec, quand on passe la souris dessus, la médiane, les quartiles, maximum, minimum. Donc c'est assez sympa pour la visualisation. Il n'y a plus la date, hein. Comment? Il n'y a plus du tout de date, là. Il n'y a plus d'idée de date, oui. Là, je perds l'idée de date, c'est vraiment pour regarder un idée générique. Mais du coup, si on veut refaire de la statistique avec les dates, c'était justement... on arrive à ma prochaine... on peut faire un histogramme. Alors là, dans l'histogramme, voilà, donc je mets vélo en X, je peux mettre la date. C'est pas forcément intéressant, je peux me dire justement, est-ce que l'heure de la journée, ça impacte les vélos? Donc là, je me fais un histogramme sur mes 3 compteurs, assez simplement, avec l'heure de la journée. Donc en X, c'est mon heure de la journée. Et là, c'est les heures de passage où on peut dire months. Est-ce qu'en fonction des mois, il y a plus de trafic? Donc on voit qu'en septembre, le trafic augmente beaucoup, puis après ça descend, c'est les bonnes résolutions sans doute. Ouais. Et dans les heures de la journée, on voyait quand même pas mal les mouvements pendulaires, hein. Là, on voit la nuit, le pic du matin, après ça redescend, le pic du midi, après c'est le soir. Ça se voit bien, donc déjà, avec ce type de graphe, on arrive à avoir des informations. On peut regarder les journées dans la semaine, c'est assez simple. Voilà, donc c'est les journées dans le mois, c'est day of week. Voilà, là on a les jours dans la semaine, on voit que le dimanche les gens font moins de vélo et qu'en semaine il y a plus de trafic. Bon, c'est intéressant. En termes de temps, ça va de quand à quand, les données, là? En termes, Toute l'année, alors ça c'était le premier graphique, tu vois, c'est de 2015 à 2018 pour le premier compteur et les deux autres c'est ces périodes-là. On pourrait filtrer en données. Enfin, l'idée c'est vraiment de vous montrer un peu ce qu'on peut faire et que vous suiviez avec moi. On peut attention. Si on veut avoir justement bon là c'est pas très joli, c'est le ouais, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Enfin, l'idée c'est d'avoir la ligne temporelle. Ouais, non, Marginal Rug, ça donne la ligne temporelle en plus. Bon, ça je voulais vous montrer, c'est pas un truc avec lequel je suis très familier. Mais par contre, si on veut un truc sympa, c'est si on veut séparer les histogrammes, on fait juste facette-colonne. Colonne. Donc c'est l'idée d'avoir une boule à facettes. Et alors, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, on va enlever ce marginal rug parce que c'est pas une réussite. Pardon. Ah oui, j'ai oublié mon Y. Y counts. t'as déjà le Y temps. Ah oui, ok. Pardon, je pense que je l'ai mis dans le mauvais ordre. Il y a un ordre pour les paramètres? Bah, c'est XY en premier. Oui, normalement, quand on les nomme, ça devrait être... Ah, c'est counter... Comment ça? Counts. T'as déjà commenté? Ah oui, ok. C'est...
Name, voilà. Voilà. Ça, c'est pour avoir, justement, par facette, pour voir bien directement nos trois compteurs, l'histogramme de nos trois compteurs. Comment? Oui, j'ai spécifié le X en disant day of week. Oui. Donc voilà, on a un truc assez intuitif qui rentre facilement dans les doigts. Alors, si vous n'aimez pas la barre et le petit bouton Plotly, bien sûr, c'est aussi des choses qui sont configurables. Par exemple, en mettant config display logo égale false, et puis après, là, le bouton saute, on peut faire sauter la barre. Donc ça, on peut jouer avec aussi. Après, la prochaine chose qui est intéressante, c'est comment est-ce qu'on partage ces figures. Alors déjà, bon, il y a toujours partager le notebook, mais on peut facilement les enregistrer ici, les enregistrer en PNG. Hop. Donc c'est sympa, on a notre figure. Du coup, on peut faire des zooms et les enregistrer, etc. Donc on peut travailler un truc. Et ça, ça peut être sympa parce que directement, si on a un notebook à partir d'une URL, bah, on peut se faire des figures facilement pour tweeter après, derrière. Ça peut être un use case. Mais bon, le bouton Save, ça ne fait pas tout, et c'est là où Kaleido vient à la rescousse. C'est qu'on peut écrire l'image. Et alors, bien sûr, on peut l'écrire en PNG avec WriteImagePNG, mais le plus intéressant, c'est de l'écrire en HTML. Et là, en HTML, donc si vous faites WriteHTML, vous l'avez dans votre dossier, normalement. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est? Oui, j'ai appelé vélo. Là, vous l'avez en HTML et vous avez les mêmes contrôles que ce que vous avez sur Plotly. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez zoomer. Donc c'est quand même assez sympa ça pour partager. Ça devient interactif. Ça va, vous suivez? C'est bon, ça va pas trop lentement? Trop vite, je sais pas. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, prochaine chose la next things, prochaine chose. J'ai de l'anglais qui vient dans la tête, à force de voir des présentations en anglais. Ce que j'aime beaucoup, c'est les outils géographiques. Alors pour moi, je galérais toujours à tracer des cartes dès que j'avais des latitudes et longitudes. Par exemple, pour mon travail, il y a des fois on a des fermes, des données de fermes avec des latitudes et longitudes différentes. Alors si on veut donner une idée de où elles sont, on va sur Google Maps, on prend un point, on le met sur la carte, etc. C'est très pénible. Je n'avais pas vraiment trouvé d'outils simples pour tracer les choses. Plotly, je trouve que là, pour le coup, c'est assez génial, ça, les cartes. Alors ici, ce que je fais, c'est que je vais prendre dans mon DF, dans mon data frame, je vais me créer une colonne latitude et longitude à partir de la colonne géo. Donc géo, c'était juste une chaîne lat, virgule, longe. Donc je me fais des latitudes et longitudes séparées. Pour que ça soit moins lourd à tracer sur une carte, je vais les agréger. Je les agrège par latitude et longitude pour avoir juste un point et par... je les groupe par coordonnées géographiques et du coup je garde latitude, longitude et le nom et je fais la somme du compte. D'accord? Voilà. Et En fait, dans le jeu de données que tu as récupéré, il y avait des coordonnées XY, et en fait, tu dis juste latitude, c'est cette coordonnée, longitude, c'est cette coordonnée, et après, tu peux faire le graphique géographique. C'est ça. Donc, dans le jeu de données, si je reviens en haut, j'avais une colonne géo, et c'est ça, latitude, longitude. Et donc là, ma petite ligne, ça sert justement à séparer latitude et longitude.
Et c'est ça qui va m'être utile dès que j'ai une colonne latitude, une colonne longitude, et ben, je peux me faire une carte. Et là, du coup, plap, 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 j'étais là. Je veux voir où sont mes compteurs. Et ben, j'utilise la fonction scatter mapbox et mon data frame. Et j'utilise les latitudes et longitudes. Et du coup, j'ai une carte interactive. Je peux zoomer, dézoomer. Et j'ai les coordonnées de mes 3 compteurs. Juste une question, si tu Ouais. as mis split, virgule. Où ça? En haut, s'il te plaît. Là, dans XGO split, virgule, parce que tu as les... Parce qu'en fait, c'était ma variable, c'était latitude, virgule, longitude. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est splitter la colonne géo avec la virgule. Et tu prends le premier, c'est-à-dire 0. Oui, je prends le premier, et c'est la latitude, et je prends le 1, enfin le deuxième, du coup, et c'est la longitude. Merci. Et du coup, j'ai mes 3 points à range, je sais où ils sont, c'est assez sympa. Et alors, bien sûr, après, je peux aller plus loin. Je peux déjà leur donner une couleur différente. Je peux leur utiliser n'importe quelle colonne pour leur donner une couleur. Si je mets 2 virgules, ça ne va pas marcher. Et là, j'ai une couleur différente pour chaque compteur avec une légende. Pareil, je peux en cacher, en remettre. Et je peux aussi leur donner une taille qui est fonction de la somme de mes passages. Donc voilà, je vois que clairement, place de Bretagne, enfin j'ai 3 compteurs, et celui qui est place de Bretagne, c'est celui qui a le plus de passages. Vient ensuite celui qui est Champ de Mars et un rue de Nantes. Est-ce que tu pourrais aussi faire un dégradé, c'est-à-dire utiliser la couleur pour montrer l'amplitude? Tu vas faire, en gros, ce serait color count. Oui, tu peux faire un dégradé de couleur. On va faire. C'est aléatoire. Là, tu l'as en dégradé de couleur. Et bien sûr, c'est paramétrable. Donc après, il y a des milliers d'exemples. Mais je vais vous donner d'autres exemples de cartes tout à l'heure parce que j'aime bien jouer avec les cartes. Et s'il te plaît, les 3 points là, c'est déjà défini ou Les 3 points? oui, ou t'as choisi aléatoirement en fait, pour les visualiser. Comment? C'est les points de mon dataset. Ok. Donc c'est les coordonnées de mes 3... Donc le dataset, il venait avec des coordonnées géographiques. Et en fait, il y a 3 compteurs. Si on fait, par exemple, si on regarde... Donc c'est la localisation de ces 3 compteurs, c'est ça? O.uni. Voilà, on voit que si on regarde les coordonnées géo, il y a 3 sets de coordonnées. Et donc, c'est ces 3 coordonnées. Alors, peut-être ce dont j'ai oublié de vous parler, je m'en excuse, je vais un peu trop vite, c'est que, en fait, Plotly, ce qui tourne, enfin, lui, ce qu'il va faire, c'est des figures en JavaScript derrière. Hein, et c'est intéressant de regarder, en fait, on peut faire un print fig quand on fait une figure. C'est intéressant, en fait. Ça donne un objet qui va être utilisé pour le JavaScript. Et c'est comme un objet JSON qui est finalement, c'est le moteur derrière, il va transformer ce qu'on lui définit en objet JSON qu'il va utiliser pour le JavaScript. Donc c'est essentiellement ça qui est derrière. Oui, c'est ça. Si on devait taper tout ça, ça serait un peu pénible. Voilà, après, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'avais décret d'un ciel. Un truc qui est sympa aussi, alors c'est peut-être pas la peine d'exécuter cette, case, mais c'est intéressant de regarder, en fait, on peut faire un print fig quand on fait une figure. C'est intéressant, en fait. Ça donne un objet qui va être utilisé pour le JavaScript. Et c'est comme un objet JSON qui est finalement, c'est le moteur derrière, il va transformer ce qu'on lui définit en objet JSON qu'il va utiliser pour le JavaScript. Donc c'est essentiellement ça qui est derrière. Oui, c'est ça. Si on devait taper tout ça,
Donc je vais reprendre mon API key. Tac. Je me la mets là. Hop. C'est qu'il y a un service cloud gratuit de Plotly, et du coup on peut envoyer nos figures avec donc c'est Chart Studio. On peut envoyer nos figures directement sur le service cloud et les partager comme ça. Donc vous pouvez créer un compte avec un username et une API key, et du coup après envoyer votre plot directement. Ça devrait être là, donc c'est chartstudio.plotly, et là vous avez votre figure que vous pouvez partager. Vous avez les données, etc. Donc ça peut être assez sympa. Après, c'est limité à 500 kilos, enfin il y a une limite de taille. On ne peut pas partager des trucs immenses, mais c'est quand même assez sympa pour le partage. Ouais. Voilà. Et donc, si on continue, je vais vous donner quelques exemples. Alors, quelques autres exemples de graphes, essentiellement pour qu'on voit ce qui est possible. Mais il y a des milliers d'exemples, donc c'est juste quelques-uns parmi des tas. Donc dans Plotly Express, il y a quelques datasets. Alors celui-là, c'est Iris. C'est un dataset qui est très connu pour les gens qui font du machine learning, qui donne les... alors, ça donne pour les plantes des pétales, des tailles de pétales, des tailles de sépales, des espèces, etc. Donc, c'est sympa d'avoir ces datasets pour jouer avec et se donner une idée de ce qu'on peut faire. En particulier, comme il y a plus de 2 dimensions, on peut faire des plots 3D. Et les plots 3D, c'est aussi quelque chose qui est sympa à faire avec Plotly parce qu'on peut vraiment interagir facilement avec, les tourner dans tous les sens, regarder les points. Là, on passe dessus, on a directement les coordonnées qui s'affichent. Donc c'est assez sympa comme visualisation. C'est un des exemples que j'aime bien. On peut aussi tracer des matrices de corrélation. Donc là, je me trace ma matrice de, enfin, je calcule ma matrice de corrélation. Donc je fais la corrélation entre chaque colonne et je regarde si justement en utilisant ImShow, donc c'est pour, en fait, c'est n'importe quelle image. Vous avez une image d'un appareil photo numérique ou enfin vous utilisez ImShow et ça représente en 2D en niveau de couleur. Et du coup, vous avez votre matrice de corrélation directement. Et on voit que là, c'est 1 parce que forcément, les sepal lengths sont corrélés avec les sepal lengths, etc. Mais on voit directement les corrélations entre les autres qui apparaissent. Et c'est une forme de visualisation qui peut être utile. Voilà. Bon, après, j'ai mis quelques autres exemples sur lesquels je peux passer rapidement. C'était juste une idée d'avoir ce qu'on peut avoir comme graphe. Par exemple, des graphes polaires. Ici, le parallèle qui peut permettre de tracer justement d'un point, enfin, qu'on parte d'un point à un autre point. Enfin, voilà, c'est des exemples de visualisation qui peuvent être utiles. Je n'utilise pas beaucoup cela. Une que j'aime bien, par contre, c'est le Sankey diagramme. Et alors, bien sûr, ce n'est pas le seul moyen de tracer le Sankey, mais avec Plotly, le Sankey diagramme, et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment jouer avec, quoi. On peut le faire bouger un peu comme on veut. La difficulté, je pense, c'est de trouver le bon graphe qui comprend la bonne situation. C'est pas spécifique à Plotly, mais Ouais. Comment utiliser le truc qui représentera le mieux ce qu'on veut montrer. C'est ça. Oui, voilà, j'ai mis quelques autres exemples.
on va peut-être passer au deuxième Jupyter Notebook qui s'appelle Sunburst GES. J'aime bien les Sunburst, alors c'est pour ça que j'en ai fait un spécial Sunburst. Et puis on va voir le début de l'interactivité, comment on peut rendre les graphiques encore plus interactifs. Et puis après, on finira par les dashboards. Alors là, pour les Sunburst, je me suis intéressé aux gaz à effet de serre. Donc j'ai trouvé un dataset sur Climate Watch Data. Et donc là, je lis mon dataset. Pardon. Tac. Donc ce que c'est mon dataset, en gros, ce qu'il me donne, c'est le pays, la source. Donc là, c'est juste la source, c'est juste CAIT. C'est la source qui a mesuré les gaz à effet de serre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne le secteur d'émission. Donc l'industrie, l'énergie, etc. Ça donne le type de gaz, si c'est tous les gaz, le CO2, le CH4 ou le N2O. Donc parce que le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre problématique. On parle souvent de CO2. Et les années. D'accord ? Donc il y a les émissions de 1990 à 2018. Et ça, c'est intéressant d'avoir des camemberts, des jolis camemberts interactifs. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais filtrer déjà un peu mon dataset. Pour avoir, ce que je fais, c'est que je vire quelques colonnes. Pour avoir un camembert, en fait, je ne veux pas avoir toutes les colonnes de somme. Donc je vire la colonne All GHG qui fait la somme de toutes les autres, de Total et de World, qui sont des colonnes de somme. Parce que ça, ça me ferait du double counting dans mon camembert. Donc la première chose que je peux faire, c'est un joli Sunburst, donc qui va me donner les émissions. Donc là, c'est en 90. C'était les États-Unis, le premier émetteur de CO2. Ça me donne les pays, etc. Donc c'est assez simple encore. Hein. On fait Sunburst, notre data frame. Et vous allez voir que dans Pass, on peut mettre plusieurs choses. Donc là, j'ai mis juste le pays et la valeur de la colonne à plotter. Donc 1990, on peut aller à 2018, on va voir que ça a significativement changé et que c'est maintenant la Chine la première. On peut le rendre un peu plus sympa en mettant les pourcentages, par exemple. Donc là, ça calcule automatiquement les pourcentages et ça nous les met. Donc ça, c'est la première version. C'est sympa, mais on peut le rendre un peu plus interactif. Et la première chose qu'on peut faire, c'est que là, vous avez vu que j'ai tapé 2018, on peut avoir envie d'avoir un bouton qui le rende interactif. Et ça, le bouton, on peut aller le mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on crée autant de figures qu'il y a d'années. Donc ici, on fait un groupe de figures qui s'appelle Figs. On les plotte pour chaque année. Et puis, on peut mettre dans le Update Layout, on peut lui mettre un bouton. Et dans ce bouton, il va y avoir le label de chacune de ces figures et les valeurs de chacune de ces figures. Et du coup, ça nous permet d'avoir un bouton qui nous donne les années. Voilà, et donc ça, c'est sauvegardable en HTML. Et c'est assez sympa. Mais on peut aller encore plus loin, parce que les Sunbursts, ils sont quand même bien, parce qu'on peut faire plusieurs niveaux. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer un peu mon data frame. Je vais juste prendre les 10 pays les plus émetteurs en 2018, parce que là, vous voyez qu'il y a quand même, je ne sais pas combien de pays, il doit y en avoir 200 ou 300. Mais bon, à la fin, ça fait beaucoup d'informations. Donc je filtre mon data frame. Je peux regarder les pays. Donc on retrouve la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Inde, etc. Et là, du coup,
pardon. Ce que j'ai fait là, je vais le détailler plutôt. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un country data frame qui prend juste, donc qui prend juste la valeur du data frame en 2018 et qui classe les lignes par ordre ascendant. Donc par ordre descendant, pardon. Voilà. Et après, du coup, je prends juste les 10 premiers pays. Voilà. Et du coup, je vais m'en servir pour filtrer mon data frame, donc sub DFGS. Et celui-là ne contient que les 10 premiers. Là, une deuxième petite chose qui est importante je l'ai trouvé, j'ai passé du temps à celle-là, mais c'est qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de valeur négative quand on veut faire des sunbursts à plusieurs étages. Sinon, ça le perturbe. Et il y a des émissions négatives quand on plante de la forêt, par exemple, ça absorbe du carbone. Ceux-là, on ne va pas les voir. On va compter seulement les émissions positives. Donc, je me filtre. Voilà, j'enlève les valeurs négatives. Normalement, il n'y en a plus après ça. Tac. Tac, tac, tac. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que je peux faire je sais pas, j'ai du mal à faire ma colonne, mais je vais la refaire. Tac, tac, tac. Non, c'est... Comment? D'accord. Normalement, oups. Bon. Je vais le recharger. Oui. Donc. Comment? Je cherche à les rendre à celles-là, en fait, les mettre à 0, toutes ces colonnes. Et je l'avais fait. Voilà. En tapant juste égale 0, après, on peut les remettre. On voit qu'il n'y a plus de colonnes négatives. Voilà, donc ça nous amène à cette colonne. Maintenant qu'il n'y a plus de valeur négative, il va marcher. Tout à l'heure, il ne marchait pas. C'est que maintenant, on peut avoir en fait, du coup, un sunburst, c'est-à-dire d'avoir les répartitions. Donc, en gros, on se met ici ce qu'on veut en premier, on peut les intervertir. Hein. Si on veut le secteur, par exemple, si ça nous intéresse d'avoir le secteur, de savoir quel gaz il émet et puis quel pays c'est, on le fait dans cet ordre-là. Et du coup, on voit directement l'énergie, c'est le plus gros émetteur. On peut cliquer dessus. Hop, on voit que ça émet surtout du CO2, un peu de CH4, un peu de N2O. Et pareil, on peut aller cliquer, voir qui c'est qui émet du CH4 dans les pays. Et on voit que c'est pas mal la Chine et la Russie. Voilà, donc... Comment ? Non, tu cliques dessus. Tu recliques sur dessus. On peut regarder l'agriculture. L'agriculture, c'est assez différent. Il n'y a presque pas de CO2. C'est surtout du méthane et du protoxyde d'azote. Et quand on voit le CH4, on voit que l'Inde et la Chine sont les premiers. Donc le CH4, c'est essentiellement l'élevage. Et le N2O, c'est les cultures. Donc c'est assez sympa comme graphique. Et vraiment, là, pour le coup, c'est très interactif. Et comme je vous le disais, on peut, si on s'intéresse en premier au gaz,
Et ben voilà, on voit que c'est principalement le CO2 qui est émis. Si on regarde le CH4, qui c'est qui émet du CH4, de l'énergie, l'agriculture, les déchets. Donc voilà, ça c'est un truc assez sympa, que j'aime beaucoup. Voilà. Et on va peut-être passer au dernier, qui est le dashboard. Alors, je vous avais parlé de changer ma pratique. Donc, changer ma pratique, déjà, là, c'était pour l'exploration de données. Donc, c'est vrai que c'est sympa de se faire, par exemple, des Jupyter Notebook quand on va dans le côté exploratoire, avec des liens, des choses un peu interactives qu'on partage. Mais il y a aussi la présentation des données. Donc, ça peut être l'envoi du web, mais pour moi, le dashboard, dans ma vie de scientifique, les présentations, c'était toujours, quand on présentait quelque chose, on avait au moins le même niveau de savoir, si ce n'est plus que son audience. En tant que data scientist, des fois, par exemple, j'ai parlé à une cliente aux États-Unis qui avait été élevée sur une ferme de vaches, qui connaissait donc qui avait beaucoup plus de connaissances métiers que moi. Et moi, je voulais lui montrer des choses dans ces données. Mais du coup, d'avoir un PowerPoint avec des graphiques statiques, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que moi, j'impose quelque chose, j'impose un peu ma vue des choses. Et c'est plus sympa d'avoir un dashboard, finalement, on lui met un graphique et puis la personne va nous dire « Ah bah ouais, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça ». Et finalement, ça peut être vraiment sympa quand on a une présentation à quelqu'un qui connaît beaucoup plus sur le métier que nous. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et puis, bien sûr, c'est sympa pour déployer sur le web, ce qu'on peut voir un peu après. Alors, là, c'est donc ce que j'ai fait, c'est que dans ce Jupyter-là, je joue un peu plus avec les cartes, à les rendre interactifs, et puis à la fin, je vais jusqu'au dashboard. Donc, ce que j'ai pris comme dataset, c'est un dataset qui est mis à disposition par le DRIAS. Alors, DRIAS, c'est un site qui met à disposition des données des simulations climatiques, donc les scénarios qui sont repris par le GIEC de réchauffement jusqu'à 2100. On a toutes les données sur le DRIAS, donc les données de chaque modèle, et ces données sont très précises, donc c'est journalier à toutes les localisations géographiques jusqu'en 2100. Moi, je me suis intéressé là-dessus, à savoir qu'est-ce que j'allais avoir comme météo en 2050 en Bretagne. C'était ma question du jour. Alors voilà, donc ce que je fais, d'abord, alors là, pour les télécharger, il faut faire un compte sur le site, c'est gratuit, hein. Et puis après, il faut leur faire une commande parce qu'ils ont une base de données tellement énorme, il faut leur dire je veux ça dans votre base de données, et puis ils le mettent à disposition au bout de quelques minutes. Et on peut les télécharger. Donc j'en ai téléchargé un pour vous. Qu'est-ce que j'ai regardé? C'est une base de données avec la date, la latitude, longitude, minimum température, maximum température, température moyenne et pluie. Voilà, donc je le charge. J'ai des petites conversions à faire parce qu'il met les températures en Kelvin, donc je retire 273,3 normalement, mais bon, ça va. Et les unités pour la pluie, je veux que ça soit, il me les met en kilogrammes par mètre par seconde carré, je veux que ça soit des millimètres par jour, c'est plus parlant. Donc je fais ces petites conversions-là. Je regarde la tête de mon data frame, j'ai mes colonnes, date, latitude, longitude, etc. Là, déjà, je peux, comme il y a 2 ans de données, donc 650 lignes pour chaque localisation en Bretagne, et je crois qu'il y a un point tous les 10 km, donc ça fait pas mal. Donc là, pour l'instant, je vais me sélectionner juste, je vais faire les grouper par latitude et longitude, et je vais regarder le maximum de chaque colonne, juste pour tracer sur une carte. Et alors là, comme tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je trace la carte avec la latitude, longitude et la couleur en fonction de la température maximum. Là, c'est plus intéressant justement d'avoir la couleur et pas la taille des points. Et voilà, je me trouve avec une carte avec des belles couleurs. On voit que les côtes, la température maximum entre 2050 et 2051, ça sera 36. Enfin, c'est les modèles, hein, c'est pas sûr. Et que à Rennes, il va faire plus chaud, 41 au maximum.
Donc voilà, on a ces données, c'est intéressant. Pour la carte de fond, on peut choisir. Ouais, il y a plusieurs. Alors ça, c'est une question intéressante, c'est que il y a vraiment plusieurs styles et on peut même s'en créer un dans Mapbox Studio. Et donc ça, on peut après les cartes les plus fancy, elles deviennent payantes, mais on peut vraiment mettre des cartes satellites, des cartes de relief, etc. Il y a vraiment pas mal de styles. Hop. Donc je reviens sur ma Bretagne. Bon, après, ce qui peut m'intéresser, c'est d'avoir un premier niveau d'interactivité où je regarde les données en fonction du temps, d'ajouter un peu la dimension temporelle. Et là, ce que je vais m'ajouter, c'est juste la animation frame égale date. Puis j'en sélectionne une sur 10 parce que sinon ça fait trop de données. Mais bon, on n'est pas obligé. Et du coup, là, avec ça, je me retrouve avec un petit curseur où je peux regarder comment ça varie en fonction des dates. Voilà, donc en 2050, le 07-11-2050, eh ben, il fera 12 degrés en maximum dans les monts d'Arrée. Bon, c'est super. Voilà. Après, maintenant qu'on a ça, avec Plotly Express, c'est peut-être, enfin, on ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes d'interactivité. Du coup, c'est intéressant de passer au dashboard. On sait déjà sympa hein, d'avoir ces cartes qu'on peut exporter en HTML. Et puis ça peut faire des films aussi, j'ai oublié de le dire, mais avec le bouton play, on les anime. Voilà. On va s'importer des modules Jupyter Dash. Alors il y a Jupyter Dash et puis sinon il y a le module Dash qui vient si vous faites du script en Python. C'est exactement la même manière de coder. Hein. Alors Dash, c'est vraiment l'idée d'avoir un dashboard interactif, donc de pouvoir avoir des boutons. Et ces boutons, on va pouvoir avoir une input sur des fonctions qui vont faire, ça va faire varier le paramètre de la fonction. Et donc ça peut faire varier un graphique ou une sortie, etc. Et donc l'idée de la philosophie, du coup, ça fait vraiment une application. Et alors vous voyez qu'il y a quelques lignes HTML. Donc là, l'idée c'est qu'on va se mettre nos briques HTML. Alors j'y connais pas grand-chose en HTML, mais il n'y a pas besoin forcément d'y connaître grand-chose. C'est juste, vous mettez quelques briques de ce que vous voulez, donc un titre. Et après, ce qui est important, c'est les Dash Core Components. Donc la librairie Dash Core Component. Et là, vous pouvez avoir différents types de boutons. Donc, moi, ce que je veux, c'est un curseur, un drop-down, un bouton avec un curseur qui descend. Donc là, vous mettez votre bouton, et puis vous mettez une brique du graphique que vous voulez. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi des indicateurs, des sorties. Moi, ce que je veux, c'est un bouton et un graphique. Parce que ce que j'ai envie, c'est de pouvoir sélectionner, de ne plus avoir seulement ma température max, mais de pouvoir sélectionner si je veux que ça soit la température mine, la pluie, etc. Et après, ça fonctionne par callback. Donc on a des callbacks qui va lire ici, donc dans le bouton, l'idée c'est variable météo. Donc il va lire la valeur ici de variable météo. Et ce qui va nous ressortir, c'est le graphe, donc l'idée graphe, et lui, c'est une figure. D'accord ? Et en lisant ça, la value de variable météo, ça va être le paramètre ici de ma fonction. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une fonction qui puisse updater la figure. Donc ici, ce qu'on veut, c'est finalement, on veut pouvoir changer la colonne, de pouvoir changer ce qu'on trace. Est-ce que c'est clair ou, enfin, vous m'arrêtez hein, si jamais. Et donc voilà, là on a cette. Alors si ça, voilà, ça met peut-être un peu de temps, mais du coup là, on a notre drop-down et on a les différentes
colonne, donc on peut afficher la pluie. Voilà, on voit qu'il va pleuvoir au max. Là, c'est le DF max que j'ai repris les valeurs maximum. Hein. On voit qu'il va pleuvoir que les pluies maximum 67 mm dans les monts d'arrêt, c'est pas rien. Voilà, on peut regarder les températures max, les températures min, etc. Donc là, on a vraiment l'idée du dashboard qui commence à naître ici. Et alors, là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après donc la définition, à la fin, on a la commande pour faire tourner l'application. Donc là, on peut choisir notre port, mais on peut aussi choisir de la faire tourner à l'extérieur. Donc d'avoir une page web séparée. Et là, du coup, il va nous la faire tourner sur une autre adresse qui est à l'extérieur. Si normalement il y a la carte, c'est juste qu'il prend du temps. Voilà. Et alors là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a le mode debug aussi, qui peut vraiment être pratique, c'est qu'on peut voir les liens, voilà, les liens entre les callbacks et la figure, et la valeur qui est mise. Donc là, on voit que la variable ici est minimum température. On clique sur figure et il nous donne je crois qu'on peut avoir vraiment, enfin on peut avoir le JSON de la figure en entier si on déroule tout ça. Donc, comment ? C'est le temps d'exécution qui est entre les deux. Oui, c'est le temps d'exécution. C'est dépendant de quoi, mis à part la complexité des figures Ah. C'est ta connexion ou ton ordinateur est parti C'est l'ordinateur. Enfin, vraiment, ouais, ça tourne sur Python derrière. Le moteur, c'est Python derrière. Alors après, il y a l'idée d'aller déployer sur un conteneur pour donner accès. Donc là, ça va dépendre de ton conteneur. Mais là, c'est vraiment, ça tourne sous Python, donc c'est l'ordinateur. Après, par exemple, si on veut faire tourner sur Colab, ça peut marcher aussi. Voilà pour cette première app. Alors après, je me dis que ça pourrait être intéressant d'ajouter... Il y a aussi une dimension temporelle. Je vous avais dit que j'avais 2 ans de données. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi la première latitude et longitude de mon dataset et j'ai tracé, là, avec Plotly, juste les variations temporelles de température. Donc ça, j'aimerais bien l'ajouter à mon dashboard, parce que c'est quand même sympa d'avoir les deux. Alors qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je vais créer un dashboard un peu plus évolué, avec juste deux choses de plus, c'est qu'il va y avoir donc toujours le drop-down variable météo, le premier bouton, après la map, le premier graphique, et après je m'ajoute ici un drop-down latitude pour pouvoir sélectionner ma latitude, et un drop-down longitude pour pouvoir sélectionner ma longitude, et ensuite mon graphe, ma timeline. Et du coup, là, il y a 2 graphes à ajouter, donc ça va faire 2 callbacks. C'est exactement la même chose, 2 fonctions qui vont updater mes graphes. Et vous voyez que le deuxième, en fait, je peux mettre autant d'inputs que je veux. Le deuxième, j'ai 2 boutons avec 2 inputs. Et ce qui est juste important de retenir, c'est que, en fait, la liste des inputs, le premier input, ça va être le premier argument de ma fonction, le deuxième input, le deuxième argument de ma fonction. Et donc, là, vous vous imaginez déjà qu'on peut faire des trucs assez compliqués avec des choses dans tous les sens. Donc, on va la faire tourner. Oui ? Ça faisait quoi, DCC.graph ? DCC.graph ? Ouais. C'est mon graphe. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment les briques de Dash Core Component. On peut lui dire, je veux une brique bouton ou je veux une brique graphe. Et dans les boutons, là, c'est le drop-down. Mais il y a plein de sortes de boutons. Il y a le slider, le checkout box. Donc il y a 5-6 sortes de boutons. Vraiment, c'est selon les besoins. Donc là, le graphe, il positionne juste dans ta page, en fait. Et si Ouais. plus bas, identifier ce path ID qui va définir si c'est un camembert, si c'est... C'est ça. Là, c'est juste vraiment, ouais, c'est ça. Ma mise des blocs, quoi. C'est un peu sous l'idée de l'HTML, je mets mes blocs. Et après,
je fais mes fonctions, donc qui vont faire mes graphes et qui vont pouvoir les updater en fonction de ma variable d'entrée. Oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Et du coup, on peut regarder le graphe que ça nous fait. Bon, là, en termes de cosmétiques, ça peut bien évoluer avec... c'est pas parfait, mais déjà, on voit qu'on a deux choses, là, deux graphes interactifs, bon, qui sont indépendants, là, pour le coup, mais on peut aller choisir nos latitudes et longitudes. Bon, c'est quand même pas très pratique d'aller trouver un point, latitude, longitude, et aller les reporter ici dans cette liste, surtout que, bon, c'est pas exactement carré, donc il n'y a qu'un seul couple de latitude et longitude qui marche, donc c'est vraiment pas très simple. On peut faire évoluer ça encore un petit peu, et ce sera mon dernier graphe. Hop, je vais arrêter. On ne va pas faire tourner 50 secondes. Donc là, j'ai repris exactement la même chose que ça, sauf que le même dashboard qu'avant, sauf que je l'ai un peu simplifié. J'ai enlevé les deux boutons latitude et longitude, et vous allez voir pourquoi. Je les ai enlevés parce que, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que quand on a n'importe quelle figure, en fait, on peut directement prendre le over data. Over data, donc c'est quand on passe la main dessus, comme input. Donc là, ma figure, c'est map, elle s'appelle map. Donc je peux aller chercher les over data de map. Et ça va me donner le fichier JSON avec toutes les over data. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher dans mon fichier JSON, map, donc la latitude et la longitude. Et maintenant, je vais pouvoir updater mon graphique en fonction du point sur lequel je passe. Et là, c'est beaucoup plus sympa. Et, ah oui, j'en ai profité. Ah oui, il ne s'update pas. Pardon, j'en ai profité pour mettre aussi une autre input, c'est que mon premier bouton, variable météo, qui me servait à mettre à jour ma carte, bah, je l'ai aussi mis dans ma série temporelle. Comme ça, dans la série temporelle, je ne bloque plus que max température, mais je peux changer aussi la variable. Donc voilà, là c'est la latitude, longitude, et puis ici, la key, bah, c'est la variable qui peut changer. Et donc ça me fait mon dashboard, et là du coup c'est très interactif, je passe sur un bouton, enfin je passe sur un endroit et je vois directement la série temporelle, je vois ce qui m'intéresse c'est la pluie, voilà, je passe n'importe où, et là j'ai un dashboard interactif que je peux déployer en ligne. Donc voilà pour le côté Dash. Est-ce que c'était clair? Ça vous paraît... vous pourriez en faire un demain ou... Alors, après, je peux vous montrer un truc que j'ai mis en ligne. Tac, tac, tac. C'est ça. Donc, alors, il y a un service, enfin une compagnie qui s'appelle HeroQuap qui permet d'avoir des petits conteneurs gratuitement pour déployer des sites web. Et alors là, je ne vais pas forcément détailler comment on fait, mais globalement, ça reste assez accessible. Il y a juste, vous faites votre code avec votre... ici, j'ai fait mon dashboard ici, Pédaviz. Et il y a besoin d'avoir un point d'entrée où vous lui dites que ça, c'est le dashboard. Et après, il s'interface directement avec GitHub et il va vous déployer votre site web en ligne. Donc, c'est la dernière étape. Alors là, c'était plus un besoin de scientifique. Quand on écrit des articles en sciences, en général, on fait pas mal de code
qui des fois, enfin, ça nous prend beaucoup de temps, et c'est du code qu'on ne peut pas vraiment partager. On est limité dans notre 4 pages à montrer notre résultat d'expérience, mais on a fait beaucoup de modélisation derrière, et puis ça part un peu aux oubliettes. Et je trouvais ça sympa de valoriser le code, finalement, que j'avais écrit, donc à tout un tas de séries de fonctions de calcul, en rajoutant une brique justement de visualisation. Et donc cette brique, elle me permet j'appelle mes fonctions, et avec justement mes inputs, ça va mettre des inputs directement dans les fonctions de calcul qui vont me sortir un résultat et mettre à jour mes graphiques. Donc voilà, alors, c'est pas forcément très intéressant que je vous raconte exactement ce que c'est. Enfin, ça prendra un peu de temps, mais voilà, c'est très interactif. On peut jouer, on a plein de boutons avec lesquels jouer. On peut inverser le champ magnétique. On peut dédoubler la fréquence des oscillations que vous voyez là. On peut changer de type de désordre, etc. Et après, il y a des calculs qui prennent un peu plus de temps, donc on appuie sur un bouton pour les lancer. Et voilà, on a 2 graphiques. Donc ça, c'est en ligne. Ça fait 2 ans que c'est en ligne, ça ne bouge pas. Ouais. Donc voilà essentiellement ce que je voulais vous dire. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Merci. Ouais. De refaire demain matin à pied levé, mais néanmoins ça donne envie de. Je crois que c'est essentiel, enfin, ce qui me concerne. C'est une belle démo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut faire face et on a le temps de prendre des questions évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? C'est Kélian à sortir ce style de partie. Oui. Sur l'expérience, est-ce que j'ai vu que tu avais Voilà installé? Comment? J'ai vu que tu avais Voilà installé. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Voilà. C'est vrai que c'est le petit truc en plus. Alors, voilà, c'est pas développé par Plotly, c'est Voilà App. Et c'est sympa parce que ça peut rendre un Jupyter Notebook en page web directement, sans les cases de calcul. Donc vous cliquez sur Voilà, vous pouvez écrire Voilà Jupyter Notebook. Il va faire tourner votre Jupyter Notebook. Donc c'est vraiment une autre manière de présenter. Et ça peut être très complémentaire à Plotly, enfin, en particulier Plotly Express, parce que là, du coup, il cache toutes les cases de calcul, mais il donne les résultats. On a les graphiques interactifs, donc on peut jouer sur les années. Et ça, c'est vraiment sympa pour une présentation. Je ne sais pas où sont partis les autres. Il a peut-être planté quelque part. Ouais. Est-ce qu'il marche avec JupyterLab? Comment? Voilà. Est-ce qu'il marche avec... En fait, Voilà, c'est pas fait pour aller avec JupyterLab. Ça fait tourner un Jupyter Notebook. Donc le Jupyter Notebook marche avec JupyterLab. Mais normalement, on fait Voilà. Comment? Ah, du Voilà, ok. Ah ouais, bon, bah super. Comment? Il va te démarrer un exécution séparée. Ah oui, d'accord. Donc 2 kernels. Ouais, t'es peut-être plus expert que moi, du coup. En fait, je travaille avec des maths. Avec comment? Voilà. Et du coup, ma question, c'était plus liée. Est-ce que tu as essayé d'utiliser les widgets Jupyter? Est-ce que tu as, dans le passé ou récemment, fait un comparatif entre faire un dashboard à partir de briques de Dash et en faire un à partir des briques Jupyter Widget? Alors, disons que j'ai déjà joué un petit peu avec les briques, mais j'ai pas du tout passé la même énergie. Non, c'était pour voir si tu avais joué et voir si c'était pas plus senti. Qu'est-ce qui fait que Plotly Dash, tu trouvais que c'était mieux? Ouais, je pourrais pas donner sincèrement un comparatif parce que C'était au cas où.
J'ai joué avec Dash. Enfin, j'avais des amis qui travaillaient chez Plotly, c'est ça qui m'a poussé un peu à expérimenter. Puis j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ça pourrait être. Je pourrais essayer aussi. Et toi, tu as une idée là-dessus? Non, non, c'est juste en fait, du coup, aujourd'hui, je suis payé à 100% pour travailler pour une société qui contribue à Jupyter Lab, qui est Object principalement. Mhm. Et bah, du coup, une des raisons pour laquelle je suis ici, c'est aussi pour avoir du feedback. Mais vu que moi je suis maintenant beaucoup moins impliqué en tant qu'utilisateur, c'est de garder les gens qui utilisent les outils pour voir quelle solution, enfin, qu'est-ce qui se fait mieux dans une solution. Sachant que Kotlin, comme c'est une solution commerciale derrière, même si c'est open source et tout, c'est une société commerciale par rapport à la musique par exemple, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui peut être amené dans une solution vraiment purement communautaire pour la mettre au niveau, ou en tout cas avoir de la preuve d'une solution poussée par Mhm. mais pas de soucis. C'est tout à fait entendable. Bah, après, si tu veux nous faire une présentation là-dessus, tu seras le bienvenu à la prochaine présentation. Ouais. Ouais. Je pourrais essayer. Pour le coup, du coup, je suis très intéressé parce que je ne connaissais pas beaucoup d'AC, donc c'était cool de voir une application de Dash. Mais oui, à la rigueur, ouais, pour même, comme tout est open source, je serais même essayer de faire les mêmes dashboards, ça pourrait montrer pas des gens pour passer par un comparatif. Ah, ça serait cool. Prochain talk, c'est toi. Ouais. Ouais. Colin? Ouais, moi je voulais savoir, là tu as parlé de plein de choses chouettes à propos de Dash et Kotlin. Je voulais savoir s'il y avait des trucs que tu n'avais pas aimé ou si tu avais rencontré un peu des limites dans des trucs où tu as voulu faire et tu n'as pas pu